Bonjour à toutes et puis bonjour aux personnes qui regarderont ce replay. Bienvenue donc du coup dans cet atelier pendant une heure et demie. On verra à peu près combien de temps ça va durer pour parler un petit peu de notre peau et comment en prendre un peu plus soin. Au niveau de la structure de notre atelier ensemble, il va y avoir un premier temps plutôt de présentation. L'idée, c'est que je vous partage des connaissances pour pouvoir après un peu mieux comprendre les choses et surtout du coup gagner en clarté et mieux intégrer après les conseils que je vais vous préconiser. Moi, je dis toujours que c'est quand on a compris les choses on va pouvoir venir rechercher en nous la motivation intérieure, la motivation intrinsèque. C'est ce qui va derrière pouvoir nous mettre en action sur les choses qu'on veut faire évoluer dans notre vie de manière générale. Donc vraiment, la partie vraiment prise de connaissance et de compréhension des choses, elle est importante. N'hésitez pas, du coup, après, à garder, à prendre des notes, tout simplement parce que vous allez voir la présentation. C'est un support. Il y a des choses que je vais dire à l'oral qui ne seront pas forcément écrites. Donc si jamais ça vous interpelle, c'est que c'est important pour vous. Donc n'hésitez pas à avoir de quoi prendre des notes. C'est aussi, selon moi, la première manière de devenir acteur et actrice de sa santé. C'est quand on prend des notes et qu'on se dit ça m'interpelle, ça me touche vraiment. Donc du coup, voilà, je le note quelque part pour m'en souvenir. Après la partie vraiment plutôt de présentation, il y aura un temps d'échange que je vais garder. Donc là, vous pourrez entre-temps marquer vos questions ou vos remarques sur la barre de discussion, comme vous avez commencé à le faire. Donc j'en prendrai connaissance et je pourrai répondre à vos interrogations. Et puis vous pourrez aussi reprendre la main en désactivant votre micro et puis en parlant tout simplement si vous le désirez. Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Alexandra et je suis naturopathe, plus particulièrement sur la santé féminine. Donc, qui dit santé féminine, je parle vraiment de tout ce qui va être cycle féminin. Donc, comment vivre un cycle naturel sans contraception hormonale, comment arrêter du coup aussi de manière douce et sereine la contraception hormonale pour aller vers quelque chose de plus naturel, mais aussi tous les troubles du cycle que l'on peut avoir, que ce soit une absence de cycle comme l'aménorrhée, que des douleurs de cycle dues à par exemple des pathologies comme le fameux SOPK ou l'endométriose, mais aussi l'accompagnement dans les différentes phases de vie d'une femme, donc de la ménarche jusqu'à la ménopause. On va d'ailleurs en parler aujourd'hui, en passant par la grossesse, mais aussi tout ce qui est aussi autour de la beauté féminine, puisqu'on va le voir aujourd'hui que je commence déjà un peu à teaser, mais que la peau, c'est pas qu'un organe de beauté, ça a bien d'autres fonctionnalités, mais c'est vrai que se sentir femme, ça passe aussi par se sentir bien dans son corps, et donc c'est aussi des choses que j'aborde dans mes accompagnements et dans mon activité de naturopathe. Voilà. Après, si vous désirez davantage de contenu, j'ai un site internet avec pas mal d'articles, j'ai également 2 chaînes de podcasts, un podcast qui s'appelle Éclosion, qui est plus axé autour de la santé de la femme, et un podcast Une graine germe qui est plus axé sur tout ce qui est transition écologique, économique et sociétale, puisque la partie environnementale et écologique, c'est quelque chose qui guide en fait toutes mes actions, toutes mes pensées et tous mes choix, mais aussi tous mes discours, que ce soit dans ma vie que dans mes accompagnements. Donc j'aurais pu marquer naturopathe et écologiste. Vous allez voir, on va aussi en parler aujourd'hui. Au niveau de la structure du coup de l'atelier que je vous propose, d'abord on va un peu se pencher sur ce qu'est la peau. Vous inquiétez pas, on va pas non plus y passer trop de temps. L'idée c'est pas de devenir des experts de cet organe, mais encore une fois, comme je disais, c'est vraiment de mieux comprendre et appréhender la peau comme un organe pour ensuite mieux intégrer les manières dont on peut en prendre soin, mais ce naturellement bien entendu. Et j'ai intégré tout au fil de la présentation, mais également vers la fin, les attentes que je vous avais demandées lors du formulaire d'inscription. Et puis on pourra aussi y passer un peu de temps à la fin de l'atelier, quand vous pourrez prendre la main sur la présentation. Commençons par un peu mieux comprendre ce qu'est la peau. L'idée ici, c'est de se dire que la peau,
Je pense que quand on parle de peau, tout de suite, on se dit que la peau, c'est le reflet de la beauté ou de la non-beauté. Et derrière, ça peut parfois, et peut-être même souvent, créer des complexes, des inconforts et peut-être même un mal-être. Donc certes, la peau, ça a ce rôle, on va dire, de beauté et de reflet ou non de la beauté. Je suis complètement d'accord, mais moi je prends plutôt ici ma casquette de naturopathe et l'idée c'est de vous faire comprendre que la peau, avant d'être éventuellement un organe de beauté entre guillemets, c'est avant tout et surtout le reflet de notre santé et notre état de santé et de vitalité au global de notre corps. Il faut savoir que la peau, c'est un organe et surtout l'organe le plus répandu et le plus grand de notre corps. Et si on a été conçu avec une peau, cette enveloppe extérieure, ce n'est pas pour être beau ou belle, mais c'est vraiment derrière pour remplir des fonctionnalités de santé. Et si vous avez déjà, au bout de 3 minutes, compris ça, bah, vous avez tout gagné sur l'atelier, parce que derrière, on va effectivement dérouler les choses, mais gardez vraiment ça en tête, que la peau, c'est de la beauté, donc ok, peut-être, mais c'est avant tout un organe qui reflète ou non notre état de santé et de vitalité. Donc ça veut dire que derrière, si elle se dégrade, d'une part, ça veut dire que peut-être qu'elle reflète un dysfonctionnement interne de d'autres organes, on le verra au fur et à mesure, ou, et peut-être même elle va elle-même impliquer des dysfonctionnements dans d'autres organes de notre corps. Donc ça, c'est important de l'intégrer parce que ça vient vraiment mettre le doigt sur le fait qu'il faut absolument prendre soin de notre peau. Comme on entend beaucoup parler de la détox du foie et que du coup on prend soin de notre foie, ok, c'est une chose, mais notre peau c'est aussi un organe auquel il faut prendre soin, pardon. C'est là que les choses se complexifient. Non, vous inquiétez pas, on va rester simple. L'idée, je pense que peut-être que vous le savez déjà, c'est que la peau, c'est un organe qui perpétuellement évolue, c'est un organe qui est dynamique, qui est en sans cesse renouvellement cellulaire, normalement. Bien entendu, avec l'âge, ce renouvellement cellulaire, eh bien, il va s'amenuire, il va diminuer, et c'est ce qui va d'ailleurs impacter des dysfonctionnements de la peau, mais des dysfonctionnements, on va dire, naturels, une dégénérescence naturelle, mais néanmoins, un peu comme beaucoup d'organes de notre corps, lui-même est en perpétuelle évolution. Il est composé de 3 grandes couches, elle-même composée de plusieurs sous-couches, et chaque couche va avoir son importance, et chaque couche va devoir être chouchoutée, parce qu'elles ont toutes une importance, elles ont toutes un ou plusieurs rôles à jouer. Nous avons la première couche qui est la partie que l'on voit, l'épiderme. Donc ça, souvent d'ailleurs, on va uniquement se dire est-ce que notre peau est en bonne santé ou non par l'observation de notre épiderme. Mais finalement, l'épiderme, ce n'est qu'une seule couche de notre peau. Elle a plusieurs rôles, notamment principalement un rôle de protection. Ça veut dire qu'elle va empêcher les mauvaises choses de rentrer dans notre corps, mais en même temps, elle va aussi permettre d'absorber les bonnes choses que l'on va appliquer sur notre corps, enfin sur notre peau du coup, pour pouvoir rentrer derrière dans notre corps. Je simplifie, je vulgarise, mais ça a vraiment ce rôle de protection et de barrière dans les doubles sens, comme une autoroute à double sens. Ce qui veut dire aussi que si on met des mauvaises choses sur notre corps ou qu'il y a des mauvaises choses que l'on absorbe, et bien forcément derrière, c'est d'autant de toxiques et de bactéries, de champignons qui vont venir proliférer dans notre corps et avoir des répercussions dans d'autres organes comme je disais. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'épiderme, il va être recouvert d'un mélange d'eau et de lipides. On appelle ça émulsion, c'est le terme chimique que l'on emploie quand on parle d'un mélange entre de l'eau et du gras. Et ça s'appelle, je pense que vous l'avez déjà entendu, le film hydrolipidique. Ce film, il est sans cesse renouvelé par ces fameuses glandes sébacées, les glandes qui produisent du sébum et qui, des fois, embêtent beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes parfois aussi, mais aussi les glandes sudoripares, celles qui nous permettent de transpirer et d'évacuer de l'eau. Ce qui est important de savoir et de voir, et pourquoi j'ai mis eau et lipides en gras, tout simplement parce que si
l'épiderme est constitué d'eau et de lipides, c'est que tout simplement, il va aussi avoir besoin d'un apport en eau et d'un apport en gras pour que ce film hydrolipidique puisse se régénérer et puisse correctement fonctionner et puisse correctement jouer son rôle de barrière et de protection. Voilà, je commence à semer des petites graines. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que cette fameuse couche externe de la peau, elle est légèrement acide. Donc, comme beaucoup d'endroits dans notre corps, on a des organes, des tissus qui vont fonctionner avec un certain pH. Ce pH de la peau, il est celui indiqué, donc entre 5,4 et 5,9, parce que c'est le pH idéal qui va permettre aux micro-organismes, donc les petites bactéries que nous avons sur notre peau, de jouer correctement leur rôle. C'est ce qu'on appelle le microbiome dermal. Petite parenthèse, un microbiome, c'est quoi? C'est une famille de bactéries. Il faut savoir que nous sommes constitués de plus de bactéries que de cellules vivantes. Donc en fait, il faut voir que nous, êtres humains, nous sommes davantage un amas de bactéries. Et tout ce que nous faisons dans la vie, dans notre hygiène de vie, c'est juste pour venir nourrir ces bactéries qui elles-mêmes vont travailler et vont en retour nous donner des choses qui vont pouvoir permettre de nourrir nos cellules. Donc, en fait, tous les actes que l'on va faire dans notre vie sont en faveur de venir nourrir ces bactéries et faire en sorte qu'elles prolifèrent dans un équilibre qu'on appelle une symbiose. Mais, si on fait des choses qui ne sont pas correctes, eh bien, comme par exemple prendre des antibiotiques à tout va et ne pas forcément faire derrière des cures appropriées pour renouveler le microbiote intestinal, ou encore appliquer des soins qui vont détruire ces bactéries sur la peau par exemple, eh bien on vient endommager cette famille de bactéries que l'on a et donc elles ne pourront plus jouer leur rôle de barrière, de protection ou encore de nourricier des cellules vivantes que l'on a dans notre corps et qui nous permettent de se détoxifier, d'avoir de l'énergie, de respirer, etc. Autre chose que je veux juste mettre en perspective, parce que je parle de microbiote, je pense que vous avez toute connaissance du fait que on a beaucoup de bactéries dans nos intestins, donc c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal, mais nous en avons ici également dans le vagin, c'est ce qu'on appelle le microbiote vaginal. On en a également au niveau de la bouche, donc le microbiote buccal, et donc nous avons également des bactéries sur notre peau, que ce soit le visage ou tout le corps, qu'on appelle le microbiome dermal. Donc ça veut dire que ce soit sur la peau, la bouche, les intestins ou le vagin, à chaque fois il va falloir prendre soin de ces bactéries-là. Concernant la peau, il faudra faire attention aux soins qu'on applique, par exemple en externe, qui vont devoir être adaptés en termes de pH. Sinon, les micro-organismes, donc les bactéries, vont être perturbées, voire détruites. Ce pH aussi légèrement acide, il va permettre cette formation en fait de ces fameux lipides dont j'ai parlé juste avant, et donc l'intégrité, le maintien correct du film hydrolipidique. Il va y avoir aussi un bon fonctionnement des enzymes qui vont permettre le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire le processus de destruction des cellules qui sont un peu trop endommagées pour laisser place aux nouvelles cellules qui sont sans cesse en renouvellement. Si ce n'est pas le cas, et notamment avec l'âge, les enzymes commencent à être de moins en moins effectives. On va aussi en avoir de moins en moins, sauf si on applique des soins ou qu'on prend des choses dans notre alimentation qui permettent de soutenir ces enzymes même si elles sont diminuées. En prenant de l'âge, eh bien, on peut, ce processus de destruction des cellules mortes va être également amenuis. Et on va parler de cellules zombies, c'est-à-dire des cellules mortes qui ne sont pas éliminées, qui restent sur la peau et qui vont impliquer derrière des rides, un teint terne par exemple, voire même de la sécheresse ou des imperfections. Donc l'élimination constante des cellules mortes pour laisser la place aux cellules vivantes, c'est le processus de desquamation qui est absolument fondamental pour pouvoir avoir une peau qui fonctionne correctement et qui remplisse tous ses rôles. Et la couche cornée, donc c'est la couche vraiment la plus superficielle de l'épiderme, c'est elle qui se répare continuellement quand elle est abîmée, par exemple quand on a une cicatrice. Ensuite, on a le derme, donc c'est la couche juste en dessous, l'épiderme, qui va aussi avoir un rôle de protection et de nourricier de l'épiderme, justement. Donc il va permettre de nourrir l'épiderme pour que lui-même remplisse ses rôles derrière. C'est une couche qui est un peu plus épaisse, qui va être élastique, mais qui va être ferme. Moi, j'ai mis l'image du ressort parce que c'est clairement ça. En gros, le derme, c'est un ressort. C'est comme un gros coussin qui va être à la fois souple et confortable, mais qui va avoir une certaine fermeté pour venir jouer son rôle de structure.
Il est constitué de certains éléments, notamment des protéines que vous avez, je suis sûre, déjà entendu parler, le collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique. C'est ce qui va donner la densité et le volume à la peau. Les facteurs qui peuvent impacter le derme, eh bien, c'est pas mal de choses qui sont liées à l'hygiène de vie, alimentation, sommeil, émotions, etc. Mais on viendra en parler juste après. Des facteurs aussi externes comme le soleil, comme les variations de température, les températures chaudes ou surtout les températures bien froides, bien sûr le tabac, etc. Mais aussi l'âge qui va induire une diminution de la production de collagène et d'élastine, et également une perte de la rétention d'eau qu'on va aussi observer au fur et à mesure avec l'âge. Et pour terminer sur la structure de la peau, on a la dernière couche qui est notre hypoderme, qui est ultra importante également parce que finalement c'est elle qui soutient toutes les autres couches, et pour autant, dans nos soins, par exemple, on ne pense quasiment jamais à nourrir cet hypoderme. Sauf que comme c'est notre matelas de base et qui soutient tout le reste, si ça, ce n'est pas bien correctement nourri, si ce n'est pas correctement conservé, bah, le reste, ça fonctionne pas, tout simplement. Donc l'hypoderme, lui, il faut le voir comme une réserve d'énergie. C'est ce qui va permettre la régulation thermique. Donc par exemple, via le processus de transpiration, si on a trop froid, on va venir se contracter pour pouvoir créer de l'énergie. Si on a trop chaud, on va suer, donc c'est grâce à notre hypoderme. Mais c'est aussi un fournisseur d'énergie en termes de calories parce qu'on va stocker dans l'hypoderme des cellules adipeuses, de la graisse, qui va, si jamais on en a besoin, se transformer en énergie derrière pour nous faire fonctionner. On a vraiment une vraie réserve d'énergie dans l'hypoderme, dans ces fameuses cellules adipeuses. Donc on a besoin de cellules adipeuses dans notre corps, notamment pour avoir cette réserve d'énergie et notamment dans cet hypoderme-là. Les facteurs qui vont impacter l'hypoderme, c'est les différentes fluctuations hormonales, que ce soit pendant la ménarche, pendant la grossesse, pendant la périménopause ou la ménopause. C'est aussi tout ce qui est alimentation déséquilibrée, ou également une certaine maladie comme la lipodystrophie qui va justement avoir comme impact cette incapacité à correctement stocker de la graisse dans les cellules adipeuses. Donc on aura un hypoderme qui ne sera pas suffisamment fournisseur d'énergie et qui ne pourra pas jouer son rôle de structure, d'amortisseur et de régulation thermique. La pollution et le stress, bien entendu, vont impacter l'hypoderme. Et ce que l'on peut peut-être se dire, c'est quels sont les signes qui peuvent refléter d'un hypoderme, on va dire endommagé, faible. Ça va être commencer à avoir l'apparence de cellulite, de vergéture. Donc on le voit notamment pas mal au niveau de la grossesse, mais pas que. Quand on commence à avoir un processus de cicatrisation qui se déroule mal, là on peut se dire peut-être que mon hypoderme commence à être endommagé. Donc ça veut dire quand même que la peau en profondeur manque de nutriments ou manque d'hydratation pour pouvoir jouer son rôle. Quand on commence à avoir des sensibilités au froid très intenses, donc une sécheresse vraiment très accrue, là on peut se dire que notre hypoderme ne joue pas correctement son rôle. Ou quand on a aussi une perte de fermeté et d'élasticité, l'hypoderme et le derme sont forcément remis en cause. Maintenant qu'on a brièvement parlé de la structure de la peau pour comprendre un petit peu quels sont les éléments qui constituent ces différentes couches et donc forcément quels seront les besoins derrière qu'on va avoir, je vous propose que l'on passe en revue les fonctions de la peau. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais comprendre que la peau est bien plus qu'un organe de beauté, c'est ultra important. Parce que finalement, la peau a vraiment plein de rôles pour notre santé au global. Tout d'abord, c'est une barrière entre le monde extérieur et l'intérieur de notre corps. Elle va nous défendre au niveau de différents facteurs, le froid, la chaleur, la déshydratation et le rayonnement solaire, donc notamment grâce à notre hypoderme et notre derme, comme je l'ai mentionné juste avant, mais aussi tout ce qui est pression, choc et vergiture. Ça va être grâce notamment au derme qui va jouer ce rôle d'amortisseur. Les substances chimiques, forcément, grâce aux micro-organismes que nous avons au niveau de l'épiderme, donc la couche vraiment extérieure, on va avoir ces bactéries qui vont lutter contre la pénétration des substances chimiques, à condition qu'il y ait un bon équilibre de nos bactéries sur notre peau et qu'on n'ait pas mis des choses qui endommagent cette flore bactérienne. Et ça va également rentrer en compte et rentrer en jeu dans notre système et dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire
parce que, je vous le rappelle peut-être ou je vous l'apprends, mais les bactéries que nous avons dans notre corps sont le support de notre réponse immunitaire. Donc si on a une problématique d'équilibre bactérien au niveau des intestins, on peut avoir des problèmes immunitaires, donc des maladies à répétition par exemple. Si on a la même chose au niveau du vagin, de la bouche ou de la peau, et bien pareil, on va avoir une réponse immunitaire qui va être affaiblie et du coup on peut avoir des infections au niveau de la peau mais ailleurs à répétition. Donc ça peut être aussi, si jamais vous êtes sujet ou sujette à des infections de la peau, eh bien posez-vous la question de où en est votre défense, où en sont vos défenses immunitaires. Et dans ce cas, la question sous-jacente, c'est du coup, les bactéries qui me constituent, que ce soit au niveau de la peau, des intestins, du vagin ou de la bouche, est-ce que j'en prends soin? Est-ce qu'il y a un bon équilibre? Est-ce que j'ai fait des choses qui pourraient impacter leur équilibre? Parce que clairement, c'est très important de bien comprendre ce lien-là. Mais ça a aussi un rôle de régulation de la température via la transpiration, grâce à l'hypoderme dont j'ai parlé juste avant. Contrôle des sensations, puisqu'on a énormément le toucher, on a énormément de terminaisons nerveuses au niveau de la peau, donc c'est ce qui nous permet en fait de bien avoir les sensations par exemple de brûlure ou de froid, et donc d'arrêter l'action qui peut nous mettre en danger. Donc si jamais notre peau n'est pas correctement sensible à ces sensations-là, on peut clairement endommager notre peau et notre corps. Par exemple, ne pas correctement bien sentir la chaleur peut nous amener à nous brûler de manière assez profonde. Elle a un rôle de régénération puisque la peau, c'est un organe en perpétuelle régénération et renouvellement cellulaire. Ça nous permet également de nous apporter de l'énergie grâce au stockage des nutriments, notamment et de la graisse dans l'hypoderme. Ça a un rôle psychologique et de confiance en soi parce que là, on va plutôt parler de l'organe de la peau en termes d'organe de beauté. Et donc, on peut pas se le cacher, quand on a des problématiques de peau, que ce soit dû à des maladies, que ce soit dû à de la vieillesse par exemple, bien que pour moi la vieillesse et les rides ne font pas partie de la famille des problématiques de peau parce que c'est une dégénérescence naturelle, mais néanmoins ça fait partie des choses qui peuvent impacter notre confiance en nous et notre estime de nous. Ça a également eu un rôle dans la structure osseuse parce que grâce à la peau, on vient capter des UV, donc bien qu'il faille s'en protéger, mais une petite dose est nécessaire pour pouvoir permettre la synthèse de la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine qui rentre en jeu dans la structure osseuse. Et enfin, et je pense que c'est peut-être, à part les naturopathes qui m'écoutent ici, le rôle qui est peut-être le plus sous-estimé, mais que moi j'adore, c'est le rôle de détoxification du corps. Et là, je pense, peut-être, vous me direz dans le chat, si ça vous surprend. Je vais vous expliquer ce petit schéma en quelques secondes, vous allez voir. Il faut savoir que dans notre corps, nous avons plusieurs organes que nous appelons des émonctoires. Au fil de la vie, mais surtout au fil de la journée, nous sommes soumis à des toxiques, de la pollution, des substances que l'on ingère par notre alimentation, des substances qui pénètrent dans notre peau, par exemple quand on met des choses sur notre peau inadaptées, mais aussi tout simplement les déchets de nos cellules qui fonctionnent correctement et qui, comme nous, elles ont des poubelles à sortir tous les jours. Ce qu'on appelle les toxiques. Il y en a qui sont bons et naturels, comme le fait que les cellules aient des déchets issus de leur réaction naturelle. Et puis il y en a d'autres, on pourrait s'en passer, parce que clairement, c'est plutôt notre exposition à des choses néfastes. Peu importe, cette famille de toxiques, nous sommes des corps bien faits, nous avons la capacité à les trier et à les amener, à les rejeter vers l'extérieur. Ces organes, ils sont multiples. On a d'abord le foie, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la détox du foie, mais le foie, c'est avant tout l'organe qui va filtrer les différents déchets et qui va ensuite les trier en fonction de leur nature. Il faut voir un petit peu le foie comme une déchetterie. C'est-à-dire que je vais à la déchetterie et j'amène mes déchets. Mes déchets sont pas triés, j'ai un amas dans ma remorque de déchets. Mais je vais à la déchetterie, donc je vais amener tout ça à mon foie. Le foie va ensuite les trier, poubelle de plastique, poubelle de métaux, incinération, etc. Donc ça, c'est ce que le foie va faire. Il va trier. Et il va ensuite
devoir donner ces déchetteries à d'autres organes qui vont être les portes de sortie vers l'extérieur de nos déchets. Parce que c'est bien beau de les trier, mais si ça reste dans notre sang, on a quand même une accumulation de toxiques dans notre sang, ce qu'on appelle une toxémie élevée, qui va d'ailleurs impacter beaucoup de problématiques de santé. Et dans ces fameuses portes de sortie, nous avons les intestins, parce qu'on va aux toilettes tous les jours. Nous avons les reins, parce que nous allons uriner tous les jours. Nous avons les poumons, parce que nous respirons profondément tous les jours, n'est-ce pas? Et nous avons également la peau. Voilà, la peau qui va être un organe de sortie de nos déchets sous 2 formes différentes, soit par la transpiration, soit par la production de sébum. Donc, si cette peau n'est pas respectée, si cette peau est en mauvaise santé et qu'elle ne peut pas remplir ses fonctions de porte de sortie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une partie de nos toxiques qui auraient dû passer par cette peau pour permettre de les évacuer, qui vont rester dans notre corps. Et c'est là qu'on peut avoir une élévation de la toxémie, donc du taux de toxique dans notre sang, et donc, derrière, engendrer des problématiques de foie, d'intestin, de rein, de poumons, potentiellement. Parce que les choses qui auraient dû être évacuées par la peau vont devoir être évacuées par d'autres organes qui vont devoir compenser, et donc forcément se fatiguer. Donc il faut bien comprendre que la peau, ce n'est pas uniquement un rôle de beauté, encore une fois, mais c'est un organe qui fait partie des organes de détoxification de notre corps. Donc, comme un foie qui dysfonctionne, comme des intestins qui dysfonctionnent, comme des poumons qui dysfonctionnent et comme des reins qui dysfonctionnent, si la peau dysfonctionne, il va y avoir un problème dans la détox du corps. Donc avant de se dire je vais me faire une détox avec une monodiète, une cure de jus, etc., est-ce que chacun de ces organes-là, y compris la peau, sont en bonne santé? Et est-ce qu'on les respecte au quotidien? De l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail sur ces termes de démonctoire et de dérivation de démonctoire parce qu'on n'est pas sur un cours de naturopathie, mais j'espère que vous avez compris un petit peu le sens de cette détoxification. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Parce que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comment on prend soin naturellement de notre peau? Qu'est-ce qu'une peau saine? Eh bien, c'est une peau qui va avoir une teinte homogène. Ni trop pâle, ni trop tachetée. Je ne parle pas de couleur de peau. On peut très bien avoir une peau blanche et une peau noire, mais avec une teinte homogène. C'est une peau qui va avoir une texture relativement douce. Donc, c'est-à-dire pas sèche, pas granuleuse, pas gercée. C'est une peau qui a une bonne densité, un bon volume. Il n'y a pas de relâchement particulier. Encore une fois, je mets entre parenthèses les peaux dites matures, liées à une dégénérescence naturelle, que l'on va essayer, non pas de freiner, mais juste de soutenir. Qu'est-ce qui se passe si notre peau est abîmée? Eh bien, les fameuses bactéries que nous avons sur notre peau ne vont pas pouvoir jouer leur rôle de protection et de barrière. Donc on peut avoir des infections. Des infections sur la peau, mais encore une fois, des infections ailleurs dans le corps. Forcément, pareil, notre immunité va diminuer. En tout cas, elle va être impactée. Donc peut-être que sur l'instant T, ça ne va pas faire grand-chose, mais peut-être que si en plus derrière, je vais avoir une toxémie qui s'élève, si j'ai aussi des problématiques digestives, ça commence à faire pas mal de choses qui s'accumulent dans le corps et l'immunité va clairement être impactée. On va avoir aussi une peau qui va être de plus en plus sensible. On peut donc avoir des rougeurs, des démangeaisons, voire même des douleurs. Et on va avoir le processus de détoxification qui va être limité. Si en plus derrière j'ai d'autres émonctoires qui sont impactés, autant dire que nous pouvons être une machine ambulante de toxiques, mais qu'il va falloir trouver des solutions pour les éliminer. On peut préserver notre peau de plusieurs manières, et ça c'est la bonne nouvelle, comme pour tous les autres organes. On peut prendre soin de notre peau d'abord de l'intérieur. Je vais d'abord vous présenter tout ce qu'on peut mettre en place pour en prendre soin de l'intérieur, pour pouvoir soutenir tous les processus de renouvellement de ces fameuses cellules, mais à condition que le corps en ait les capacités. Donc il faut
voir dans notre hygiène de vie quelles sont toutes les choses que l'on peut mettre en place pour que ce renouvellement puisse continuer à se réaliser tout au long de notre vie, même si on prend de l'âge. Donc, nous avons d'abord le sommeil. Certainement, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Vous peut-être vous dire, ok, c'est déjà vu. Mais peu importe, parce que si aujourd'hui vous êtes là, c'est que avoir une belle peau, une peau qui est en bonne santé, une peau qui est saine et une peau qui soutienne votre vitalité, c'est que vous êtes intéressé par le sujet, je pense. C'est que peut-être vous avez, ou quelqu'un dans votre entourage a peut-être une problématique de peau. Donc là, c'est le moment de prendre une feuille et de venir checker à chaque fois les choses que je vais vous citer dans la suite. Votre sommeil. Pourquoi c'est important de prendre soin de son sommeil? Pour la peau. Parce que c'est pendant le sommeil que toutes les cellules de notre corps se régénèrent, y compris celles de la peau. Donc on peut donner tout ce qu'on veut à notre peau, mais si on ne dort pas, il n'a pas le temps de se régénérer, l'organe. C'est aussi pendant notre sommeil, grâce au cycle circadien, le cycle biologique, qu'on va mettre en place un équilibre hormonal. Les déséquilibres hormonaux vont être impactés par un sommeil perturbé. Encore une fois, c'est pendant le sommeil que les différentes hormones vont correctement être synthétisées, dans les justes doses. Nous sommes pleins d'hormones, nous avons plein d'hormones, les hormones sont des messagers. Et donc s'il y a une hormone qui dysfonctionne, souvent c'est la cascade de dominos, et ça vient impacter d'autres hormones derrière. Notamment si on a un déséquilibre hormonal, on peut avoir comme conséquence une surproduction du sébum. Donc derrière, des pores qui se bouchent et ça se reflète par des boutons, notamment d'acné sur la peau. Mais aussi on peut avoir tout simplement une peau qui est complètement terne. On le verra encore après pourquoi. C'est aussi pendant le sommeil qu'on va relâcher notre système nerveux, qui va pouvoir récupérer, qu'on va réussir à limiter nos phases actives et notamment de stress dans le corps. Donc ce fameux flux de cortisol. Et c'est aussi pendant notre sommeil que l'on va pouvoir correctement hydrater nos cellules. Même si on ne boit pas pendant le sommeil, comme nous sommes remplis de fluides, il va y avoir une distribution de l'eau dans les différentes cellules et au cours de la circulation sanguine. Maintenant qu'on a vu ça, comment on pourrait faire pour améliorer notre routine de sommeil? Et c'est là que vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que c'est des choses que vous faites ou non? Et après, à vous de vous poser la question pourquoi. Voir la lumière du matin, ça c'est important, notamment en hiver, parce qu'on vient respecter notre cycle circadien, notre cycle biologique. À partir du moment où on commence à regarder que notre iris est au contact de la lumière du jour le matin, on va pouvoir commencer à synthétiser l'hormone que l'on appelle la mélatonine et qui va être l'hormone de notre sommeil profond et de notre endormissement. C'est une hormone qui va croître tout au long de la journée, à condition que dès le matin, notre iris ait vu plusieurs minutes le jour. Dans la matinée aussi, je parle du matin, le matin dans la matinée. Mais si on est cloîtré dans du noir et qu'on voit la lumière du jour uniquement à 16 heures, quand en plus elle est la moins forte en hiver, on perturbe notre synthèse de mélatonine et clairement ça peut impacter notre sommeil. Donc ces fameuses lampes de lumiothérapie peuvent être un soutien, mais le mieux serait de voir le jour. Établir une heure de coucher régulière, et quel que soit le jour de la semaine, que ce soit en semaine ou en week-end, le corps il a besoin de cette routine en fait, cette répétabilité. Ça va permettre de réguler le cycle biologique. Si un coup on le fait se coucher à 23h, puis à 3h du matin, puis à 21h, lui il sait plus comment faire, son cycle biologique il est dérégulé. Donc forcément si le cycle biologique est dérégulé, les hormones sont dérégulées, la régénération cellulaire également, etc. Il faut essayer de se créer un environnement assez propice plusieurs heures avant le coucher, notamment aussi pour respecter cette montée de mélatonine. Sinon, on peut la perturber et on peut couper son pic qui arrive en début de soirée. On peut également faire en sorte de correctement s'hydrater, mais dans la journée et pas le soir. En tout cas, moins le soir. Et attention de ne pas boire trop, à peu près 2 heures avant le coucher. Sinon, ça peut perturber derrière le sommeil avec des réveils nocturnes. Donc attention
aux plantes qui vont être dites diurétiques, comme par exemple le pissenlit, qui va avoir tendance au contraire, activer les reins. Donc là, on peut prendre des plantes, bien sûr, le soir, des infusions de verveine, de camomille, de tilleul, de valériane, des plantes qui vont aider à l'endormissement, à l'apaisement du système nerveux, mais attention à la quantité et attention à l'heure à laquelle vous la prenez par rapport à votre coucher. Et enfin, on va essayer d'avoir une alimentation plutôt légère et digeste, mais attention, qui dit légère ne veut pas dire ne pas manger. Sauf si vous faites un jeûne intermittent, c'est une autre question. Mais si vous ne mangez pas, vous risquez de vous réveiller par la faim. Donc c'est manger légèrement et de manière digeste, ça veut dire idéalement 3 heures avant de vous coucher. Et éviter les protéines animales le soir qui vont être lourdes à digérer et qui vont aussi exciter, qui vont amener dans le corps cette synthèse de dopamine et non pas cette sérotonine qui est plutôt l'hormone de sérénité. Les protéines végétales vont permettre la synthèse de cette fameuse sérotonine qui est l'hormone de la sérénité. Donc une alimentation digeste le soir, quand on est omnivore, c'est éviter les sucres rapides, je dis pas les glucides, les sucres rapides et les protéines animales. Par contre, privilégier les protéines végétales et les céréales complètes, qui vont être parfaites pour la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine. L'alimentation. En quoi l'alimentation va avoir un rôle sur notre peau ? Tout simplement parce que c'est grâce à l'alimentation qu'on va pouvoir l'hydrater de l'intérieur. Et depuis tout à l'heure, je vous dis que la peau, c'est plein de couches qui sont composées d'eau et de gras. Donc l'eau et le gras, on les trouve où ? Dans l'alimentation. Dans l'hydratation, c'est de l'eau pure. Ça peut être aussi des infusions de plantes spécifiques qui vont avoir une action sur la peau, comme la pensée sauvage ou les plantes hépatiques qui vont aider le foie à mieux travailler, donc derrière à récupérer les toxines que l'on doit trier et évacuer par la peau, ou des plantes diurétiques pour aussi favoriser l'élimination par les reins. C'est aussi des fruits et des légumes riches en eau. Et riches en eau, ça veut dire aussi cru. Riches en antioxydants, qui vont permettre d'aider au freinage de l'oxydation du corps, donc des radicaux libres qui vont faire vieillir les cellules. Donc ça va être beaucoup les fruits rouges par exemple. Acides gras oméga 3, donc ce sont les bons gras qui vont être importants et indispensables pour soutenir justement la synthèse de toutes ces cellules adipeuses et le film hydrolipidique de la peau. Les vitamines A, C, E, les probiotiques. Bien sûr, on va éviter tout ce qui est brut et peu transformé. Probiotiques, c'est pour l'équilibre des microbiotes de notre corps. Au niveau de l'alimentation, je vous ai mis ici toute la panoplie des choses idéales pour pouvoir nourrir notre peau et nourrir notre renouvellement cellulaire, quel que soit notre âge. Ok, je vous laisse regarder les protéines plutôt maigres, les probiotiques avec la choucroute, le kéfir, les aliments lacto-fermentés, les oméga 3 avec les petits poissons gras, les noix, les huiles végétales, riches en oméga 3, les céréales et les graines complètes, et les fruits et légumes plutôt colorés. Donc regardez si dans votre alimentation, quotidiennement, vous avez des choses qui soutiennent votre peau. Pour la santé intestinale, pourquoi les intestins jouent un rôle dans le fonctionnement de la peau ? Tout simplement parce que si nous avons des problématiques de bactéries et de déséquilibre intestinal au niveau de nos bactéries intestinales, derrière, on va avoir une mauvaise absorption des nutriments que l'on prend et que l'on mange via notre alimentation. Et si on a une mauvaise assimilation, ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose qui rentre dans nos cellules et qui viennent les nourrir. Donc on peut très bien avoir une bonne alimentation, mais si derrière notre intestin est en mauvaise santé, eh bien on récupère très très peu de nutriments qui vont servir le renouvellement des organes, notamment de la peau. Donc problème de peau, on va se poser la question, est-ce que mes intestins fonctionnent bien ? Et pour pouvoir avoir et prendre soin de ses intestins, eh bien on va essayer de repérer sur les intolérances alimentaires qui pourraient créer de l'inflammation au niveau des intestins. On va essayer de limiter les produits qu'on dit inflammatoires. Par exemple, les aliments pro-inflammatoires comme les sucres blancs, les aliments très transformés, par exemple, mais aussi les médicaments et les contraceptions hormonales. On va essayer de nourrir notre microbiote intestinal. Donc là, c'est avec, par exemple, comme j'ai dit juste avant, des aliments lacto-fermentés, riches en probiotiques, ou même des ajouts de probiotiques en complément alimentaire par cure. Et on va essayer de vraiment préserver nos bactéries en adoptant des soins particuliers, que ce soit vaginal ou au niveau de la peau. Pour la partie stress et
et émotions, je vais juste mettre le doigt sur le fait que l'excès de cortisol dans le corps, donc cette fameuse hormone de stress, de manière chronique, encore une fois, pas de manière aiguë, de manière chronique, va stimuler les glandes sébacées, les glandes qui produisent du sébum. Donc nécessairement, derrière, ça va impacter peut-être la production de boutons, puisqu'on va avoir des pores obstrués par l'excès de sébum. Le stress, le cortisol va aussi c'est un agent inflammatoire. Et donc du coup, de l'inflammation dans le corps va se caractériser par potentiellement des problématiques d'acné, de psoriasis, de rougeur. Le cortisol va aussi diminuer la circulation des nutriments dans le sang et du taux en dioxygène. Et il va avoir comme répercussion un mauvais renouvellement des cellules puisqu'elles n'auront pas suffisamment de nutriments, mais également une peau terne puisqu'elle ne sera pas suffisamment oxygénée. Et en plus, derrière, on peut avoir des effets compensatoires quand on est stressé, on va se ronger les ongles, on va se gratter la peau, on va peut-être aussi moins bien dormir, donc après c'est l'impact du sommeil sur la peau, on va peut-être aussi manger des choses qui nous conviennent moins pour compenser, et encore une fois, c'est l'impact de l'alimentation sur notre peau. Et au niveau de l'équilibre hormonal, on peut aussi avoir beaucoup de problématiques de peau à cause d'un déséquilibre hormonal. Si on a un excès d'œstrogène, on va avoir beaucoup plus de sébum. Au contraire, si on a un déficit en œstrogène, on va avoir une sécheresse. Donc, les personnes qui ont des peaux acnéiques peuvent avoir peut-être un excès d'œstrogène. Quand on va plutôt en vieillissant avec la périménopause et la ménopause, on va avoir une diminution des œstrogènes. Donc du coup, on va avoir une diminution du sébum, qui est un agent hydratant. On va aussi avoir une diminution de la production de collagène et d'élastine, qui vont avoir ce rôle de densité, de volume et de structure de la peau. Donc on va avoir un affaissement, des ridules qui arrivent et des rides. L'équilibre hormonal, le cortisol, l'excès de cortisol, ça va avoir les répercussions dont je parlais juste avant. Le cortisol, c'est une hormone, donc ça fait partie du déséquilibre hormonal. Et on va avoir aussi des sensibilités beaucoup plus importantes sur des petites choses qui, peut-être pour quelqu'un d'autre, seraient insignifiantes. Comme le froid, par exemple. Donc, sur la ménopause et la ménopause, c'est vraiment la diminution des hormones qui va impacter la sécheresse, un manque d'élasticité, l'apparition des rides, etc. Et sur la grossesse, on peut aussi avoir des fluctuations, que ce soit œstrogène et progestérone, qui vont impacter aussi la production de sébum. C'est pour ça qu'on peut avoir des femmes enceintes qui ont une peau très sèche et des femmes enceintes qui, au contraire, une peau assez grasse. Et en plus, au niveau de la grossesse et de la femme en période de grossesse, on va avoir un élargissement du ventre, il va créer des ruptures au niveau de l'hypoderme et créer des vergitures. Et c'est là qu'il va falloir nourrir encore plus, non pas uniquement la surface de la peau, mais l'intérieur, la profondeur de la peau. Et maintenant, on va parler plutôt de comment on peut en prendre soin de l'extérieur. Donc, c'est plus important l'intérieur que l'extérieur, c'est juste que, en fait, c'est comme si on venait checker des choses et on se dit, ok, est-ce que ça je le fais comme ça, est-ce que ça je le fais comme ça, est-ce que ça je le fais comme ça, pour pouvoir, encore une fois, comprendre pourquoi, potentiellement, on a une problématique de peau ou non, ou comment on peut faire en sorte de garder une belle peau, quel que soit l'âge. Au niveau de l'extérieur, à quoi ça sert d'avoir des soins externes ? C'est pour stimuler le renouvellement cellulaire, c'est pour nourrir les couches externes et internes, et favoriser l'élimination des différents toxiques que l'on a dans le corps pour bien faire fonctionner cet émonctoire qu'est la peau. On va essayer de ralentir la dégénérescence naturelle également, cellulaire, et évacuer ces fameuses cellules zombies que l'on a. Donc on a deux choses qu'on peut faire, deux grandes familles. On va avoir les automassages et on va voir les soins que l'on applique. Et forcément les deux sont complémentaires. Au niveau des automassages, l'intérêt de faire des automassages, vous avez différentes choses, des massages Qigong, ce qu'on appelle du yoga du visage, ou tout simplement des massages avec le gua sha ou le rouleau de jade. Ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine et donc favoriser la circulation des nutriments dans les vaisseaux sanguins de notre hypoderme et donc favoriser le côté nourricier et renouvellement du film hydrolipidique, la barrière immunitaire, etc. On va permettre de faire une détente musculaire, un relâchement, et notamment quand on commence à avoir les ridules et les rides, ça permet vraiment de réduire l'apparence de cette dégénérescence naturelle. Ça va favoriser le drainage lymphatique, donc la lymphe qui circule au niveau de la peau, et donc l'élimination des toxiques. C'est via la lymphe que passent les toxiques.
Ça permet également une meilleure pénétration des soins que l'on peut appliquer, puisque du coup on vient stimuler la peau, on vient stimuler la circulation sanguine et on vient stimuler la lymphe. Je vous ai parlé des vaisseaux sanguins et de la lymphe pour venir évacuer les choses par l'extérieur, mais c'est aussi valable pour venir faire pénétrer les choses à l'intérieur, les bonnes choses. On stimule également la production de collagène. Et bien sûr, c'est aussi un moment de détente qui va en général favoriser le relâchement du système nerveux, la régulation du système nerveux et la redescente du cortisol, qui a des impacts néfastes quand il est chroniquement élevé. Vous avez différentes façons de faire des automassages et vous aurez également des exemples de vidéos d'automassage que vous pourrez tester, soit avec les doigts, soit avec un gua sha ou un rouleau de jade si vous avez chez vous. Maintenant, regardons un petit peu les soins externes. Tout d'abord, faisons attention aux labels. Donc l'idée là, c'est que je vous donne quelques petites informations, vous pourrez revenir dessus un peu plus tard en replay pour voir si vous voulez vraiment faire une capture d'écran. Faites attention aux labels cosmétiques biologiques, idéal, Ecocert, Cosmebio ou Cosmos, au niveau vraiment de la qualité des produits. Cruelty free, ça veut dire non testé sur les animaux. Et vegan, donc ça dépend de votre éthique. Et vegan, ça veut dire sans produits animaux à l'intérieur, notamment du collagène marin et pas du collagène bovin. Et maintenant, surtout, attention à la composition. Faites attention qu'il n'y ait pas de parabènes et de sulfates, que ce soit non comédogènes. Ça implique la création de sébum. Essayez d'avoir en tête les allergènes, donc notamment les parfums, les fragrances synthétiques, les conservateurs, donc comme les parabènes, comme je l'ai dit, mais aussi tout autre colorant et certains ingrédients naturels, attention, comme les huiles essentielles qui peuvent être aussi allergènes. Normalement, c'est écrit. Formaldéhyde et libérateur de formaldéhyde aussi, les sels d'aluminium surtout dans les déodorants, l'alcool et surtout les silicones. Alors les silicones, il y en a plein. Là, l'idée, c'est que tout ce qui est avec one, con, xan, an, souvent, ce sont des silicones. Et notamment les conservateurs également, méthyl, thiazolinone, un nom barbare. Ce que vous pouvez faire, parce qu'on ne les connaît pas tous, ils m'ont compris, nous avons ce fameux outil qui est l'intelligence artificielle maintenant, que ce soit avec ChatGPT ou Ecosia, intelligence artificielle, ou Gemini pour Google, peu importe, un outil d'intelligence artificielle. Vous pouvez venir copier-coller la composition de votre produit et lui demander qu'est-ce qu'il en pense en termes de composition naturelle, d'allergènes, etc. Lui dire est-ce qu'il y a des allergènes dedans, lesquels. Comme ça, il vous permet de faire la traduction pour vous. C'est très utile. Les soins qu'on va appliquer en externe, ils vont avoir pour vocation de soigner, de protéger et de restaurer la peau. Donc les soins sont importants et indispensables dans ces trois rôles-là. Pour ça, il y a des étapes fondamentales dans une bonne hygiène de la peau. D'abord, on nettoie pour éliminer les impuretés, la transpiration et faire en sorte que les soins pénètrent correctement. Ensuite, on applique les soins qui vont être ciblés en fonction des besoins de la peau. Ce qui va permettre de favoriser l'hydratation en interne. Hydrater le derme, hydrater l'hypoderme. Et ensuite, on va hydrater l'épiderme. Donc, chaque étape va être importante. On nettoie, on hydrate en intérieur les couches intérieures de la peau et potentiellement avec des soins qui ont des principes actifs qui vont venir cibler certaines faiblesses de votre peau. Et ensuite, on hydrate avec un agent plutôt gras l'extérieur de la peau, puisque l'épiderme a besoin de gras, et ce qui va permettre de créer la fermeture du soin et éviter que les sérums, notamment les soins que l'on applique pour l'intérieur de la peau, qui sont plutôt à base d'eau, viennent s'évaporer et ressortent et ne fassent pas leur action. Donc vraiment, il y a 3 étapes. Quels que soient les produits que vous utilisez, faites attention que ces 3 étapes soient toujours dans votre routine de soins externes. Maintenant, moi, je vais vous présenter la routine, notamment de la marque Ringana. Juste pour vous illustrer une manière de créer une routine de soins. C'est une routine qui, clairement, ne prend que 2 minutes à 3 minutes maximum. C'est juste qu'elle respecte vraiment toutes les étapes. Moi, avant, je nettoyais ma peau uniquement avec de l'eau et puis je lui mettais de l'huile végétale. Donc, en fait, l'eau rince mais ne nettoie pas les impuretés ni ne démaquille pas. Et l'huile permet éventuellement d'hydrater l'épiderme, mais n'hydrate absolument pas l'intérieur de la peau. Donc en fait, on ne vient que s'occuper de l'extérieur
du symptôme, et encore tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui permet le soutien du renouvellement de l'épiderme notamment, ça n'existait pas. Le nettoyant en crème liquide avec le pH adapté, super important. Attention à ce que votre nettoyant soit avec le pH idéal. C'est écrit dessus normalement. Celui de Ringana, il l'est, mais vérifiez à ce que ce soit le cas pour vous, que ce soit sous forme de crème ou sous forme d'eau. Attention durant votre étape de nettoyage à ne pas faire une température trop chaude qui pourrait agresser votre peau, même en période hivernale. Et appliquez votre nettoyant, notamment quand c'est un nettoyant sous forme de crème, sous base de peau humide. C'est ce qui permet de faire mieux pénétrer et améliorer l'efficacité de votre nettoyant à base de crème. Pour continuer, on a vu l'étape de nettoyage. Maintenant, on va passer à l'étape du soin. Donc, je vous ai dit qu'il y a 3 étapes. Deuxième étape, on soigne la peau et on l'hydrate de l'intérieur. Par rapport à la gamme Ringana, mais encore une fois, vous regardez par rapport à vos propres soins et vous allez les critiquer par rapport aux compositions et labels que je vous ai dit juste avant. Mais l'idée des soins vont permettre d'hydrater le derme et l'hypoderme. Ce sont des soins qui sont à base d'eau, donc qui sont hydrosolubles, parce que le derme et l'hypoderme s'hydratent à base d'eau et non pas de gras. Et ensuite, ils peuvent être en fonction des soins et des sérums avec des agents naturels supplémentaires, des principes actifs qui vont cibler certaines choses en particulier. Donc on peut vraiment avoir différentes choses, et ça c'est à voir en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, ici Ringana il propose le tonique pur qui va permettre de réguler la production et la surproduction de sébum et qui va avoir un côté anti-inflammatoire, idéal pour les peaux acnéiques par exemple. Et ensuite on peut avoir aussi en alternative le tonique calme qui va permettre pour le coup plus d'hydrater la peau en profondeur. Ça va être composé de bactéries lactiques, donc en fait toutes les bactéries qui sont comprises dans le derme de notre peau, et ils vont permettre vraiment de calmer les rougeurs et les sensibilités. Donc voilà, là on est vraiment sur 2 actions différentes, néanmoins les 2 vont avoir cette action d'hydratation en profondeur. À cela, on va venir ajouter un sérum qui lui va avoir une action en fonction de ce qu'on le recherche, soit encore plus d'hydratation au niveau de l'hypoderme, soit une action plus d'action anti-ridule, anti-rides, pour des agents qui vont être à base de rétinol, de vitamine C enrichis d'acide hyaluronique pour favoriser le renouvellement cellulaire et lutter contre le vieillissement de la peau. Vraiment savoir et garder en tête que le vieillissement de la peau, c'est dû à une baisse en collagène, en rétinol, en acide hyaluronique, qui engendre derrière un affaissement de la peau. Donc en fait, quand on a des rides, il faut arrêter uniquement de prendre soin de la peau de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur plutôt. L'intérieur, des couches internes, derme et hypoderme. Donc là, vous avez vraiment la phase numéro 3 qui est la phase de sérum. Donc on avait j'hydrate, je répare et là je soigne. Et ensuite, on hydrate en extérieur, l'épiderme, qui va être vraiment l'apport de gras, qui va refermer le soin et qui va éviter que le sérum ne s'évapore. Donc, encore une fois, veillez et regardez dans votre routine actuelle, quelle que soit la marque que vous avez encore une fois, si vous avez, est-ce que je nettoie correctement ma peau avec un produit d'un bon pH ? Que ce soit sous forme de crème ou de gel, peu importe, mais est-ce que le pH est correct? Est-ce qu'il n'y a pas de parabènes, de sulfates, de conservateurs, etc. Est-ce que je le fais sur base de peau humide? Ensuite, est-ce que vous avez quelque chose qui répare votre peau? Est-ce que vous avez un sérum ou des sérums qui permettent de soigner votre peau en fonction des problématiques que vous avez? Et est-ce qu'ensuite vous avez une crème qui soit adaptée aux peaux grasses, mixtes ou sèches, qui permet d'hydrater votre épiderme cette fois-ci? Une crème ou une huile, pour le coup, en tout cas un agent gras adapté, qui permet de refermer votre soin, éviter que le sérum ne s'évapore et qui permet d'hydrater votre peau en externe. Voilà. Ce sont les 4 étapes. Quelle que soit la routine que vous avez, quelle que soit la marque que vous avez, je vous conseille vraiment de vérifier ça. Et ensuite, vous faites vous faites votre propre choix quant aux marques que vous souhaitez choisir. Pour ma part, pourquoi je vous parle de Ringana ?
Tout simplement parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, jusqu'à il y a quelques mois maintenant, même un an on va dire maximum, parce que ça fait un an que j'utilise les produits Ringana, j'étais vraiment sur du minimalisme, puisque je vous ai dit, moi je suis une naturo-écolo, donc ça veut dire écolo minimum, le strict minimum, le plus brut possible, le plus naturel possible. Sauf qu'il faut pas non plus confondre naturel, brut et minimaliste avec inadapté aux besoins de notre peau. Et quand je me suis repenchée sur comment était constituée la peau, de quoi elle avait besoin, quels étaient ses rôles vraiment, et la répercussion de son dysfonctionnement sur l'entièreté de ma santé, que je me suis dit, ok, je vais lui apporter les bonnes choses à toutes les couches. Et c'est comme ça que j'ai revu, en fait, ma routine de soins. Et pourquoi j'ai choisi Ringana ? Tout simplement parce que moi, j'ai des valeurs, certes, moins et mieux, éco-responsables et respectueux de la nature, des produits frais, des produits qui sont sans collagène, sans comédogène, sans conservateur. Et donc, du coup, tout simplement, moi, je me suis retrouvée dans cette marque. Donc après, c'est à vous aussi de vous dire, en termes de marque, quand vous voulez choisir vos soins, quelles sont vos propres valeurs, et essayer de les retrouver, en fait, dans la marque que vous allez choisir, tout simplement. Alors, aujourd'hui, moi, je suis passée sur la routine de Ringana. Je suis passée effectivement, ça me prend 30 secondes par jour de me nettoyer et de m'hydrater l'épiderme uniquement, ça me prend 2 minutes environ. Et parfois 10 quand je me fais l'automassage parce que j'ai envie de me faire un petit soin supplémentaire. Mais en tout cas, c'est important, je pense, de choisir ses produits en fonction aussi de ses propres valeurs et ses propres convictions. Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit des principes actifs qui soient vraiment frais, des végétaux, tout est issu de plantes. Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont importantes. Par exemple, si vous avez une peau qui est sèche, qui tiraille, et là, il faut bien se remémorer l'hydratation, en quoi qu'est-ce qui est dépendant dans l'hydratation. L'hydratation va être dépendante de la circulation sanguine. Hop, qui dit circulation sanguine dit comment je peux stimuler ma circulation, donc peut-être automassage. Et également, qu'est-ce qui nuit à la bonne circulation sanguine ? On l'a vu, l'excès de cortisol. Les fixateurs en eau et la bonne intégrité de la barrière lipidique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc du coup apporter suffisamment de gras, que ce soit par un soin externe que par l'alimentation. Et les fixateurs d'eau, ça veut dire correctement s'hydrater de l'intérieur avec de l'eau, environ 1,5 litre par jour par personne d'eau pure, sans compter les fruits et légumes et sans compter notre activité sportive. Et aussi des soins hydratants en externe, mais qui vont hydrater l'intérieur de la peau, derme et hypoderme, donc là des sérums. Les causes de la sécheresse accrue, on l'a déjà un petit peu mentionné, les dérèglements hormonaux comme par exemple pendant la ménopause et la périménopause, d'autres types de variations hormonales, tout simplement, qui vont apporter de la sécheresse, notamment l'excès de cortisol, comme on l'a vu. Et on a aussi des facteurs externes, tout simplement, et naturels, comme le soleil, comme le froid, qui vont apporter qui vont sécher la peau de manière générale. Mais quand on a une sécheresse accrue, c'est que potentiellement on avait déjà une déficience et une défaillance de notre peau. Donc normalement, le froid, oui, est désagréable, mais ne devrait pas être insupportable. Si c'est le cas, ça veut dire que est-ce que je mange correctement ? Est-ce que j'hydrate suffisamment ma peau en interne ? Donc, est-ce que je bois suffisamment ? Est-ce que je mange assez de gras ? Et est-ce que je lui apporte les bons soins en externe correspondant aux 3 couches de la peau ? Quand on a une peau sèche et qui tiraille, on va faire très très attention à retirer tous les produits avec les tensioactifs et les soins qui sont agressifs, les soins nettoyants. Donc là, on enlève le savon. On prend plutôt des nettoyants type comme celui que je vous ai présenté, là, le cleanser à base de crème, un nettoyant crème qui va être beaucoup plus doux. Une peau qui rougit, par exemple, ça va être dû, par exemple, à une réaction vasomotrice. Ça veut dire que le système nerveux sympathique, c'est la partie du cerveau qui est en activité, qui est très stimulée, qui va dilater les vaisseaux sanguins. D'où le fait qu'on va avoir beaucoup plus de sang et qui va donner cette apparition de rougeur sur la peau. Donc c'est vraiment une réaction du système nerveux. Typiquement, quand on a peur, par exemple. On va avoir une libération d'hormones, qui est la fameuse adrénaline, qui va aussi dilater ces vaisseaux. On peut aussi avoir des sensibilités de la peau qui sont davantage importantes chez certaines personnes et qui vont du coup impacter un rougissement beaucoup plus intense face à un stimuli. Et on peut aussi avoir des facteurs génétiques. Donc généralement, le rougissement de la peau, en fait, c'est tout simplement une réponse naturelle du corps au stimuli. Par contre, quand on a toujours la peau rouge,
c'est là qu'il faut se poser la question sur est-ce que j'hydrate suffisamment, est-ce que mon système nerveux sympathique n'est pas toujours activé, et donc comment je le régule, donc là plutôt une action plutôt émotionnelle. Est-ce que je n'ai pas une problématique hormonale avec un excès d'adrénaline qui induit derrière cette dilatation de vaisseau. Au niveau du rougissement de la peau, on peut éventuellement se dire quels sont tous les stimuli qui déclenchent mon rougissement. Encore une fois, on tient un journal pour devenir acteur et actrice de sa santé, pour essayer de comprendre ce qui implique le rougissement de la peau. On utilise un maximum de produits doux, parce que qui dit peau rougie, qui a rougi et qui rougit facilement, dit peau sensible. Donc il faut absolument avoir tout ce qui est le plus doux possible pour la peau, mais nourrissant. On va protéger sa peau du soleil, bien évidemment, et on va aussi, au niveau de l'alimentation, essayer d'éviter les épices et l'alcool qui vont davantage provoquer cette vasodilatation et aggraver du coup les rougeurs. Au niveau du vieillissement de la peau, alors je vais en remettre une petite couche, mais assez rapide. C'est quelque chose qui est naturel, et notamment dans l'épiderme, la couche externe, ça veut dire qu'on va avoir le ralentissement du renouvellement cellulaire avec une réduction des lipides à la surface de la peau. Donc c'est pour ça qu'en soins externes, on va essayer d'hydrater avec des choses un peu plus riches encore, et encore plus la nuit par exemple. Au niveau du derme, dès 25 ans, et pas 55 ans, dès 25 ans, on perd 1% de collagène par an, et d'élastine également. Donc dès 25 ans, notre peau vieillit déjà. Donc il va devoir avoir vraiment une mise en action de comment on peut faire pour favoriser ce collagène, favoriser cette élastine, favoriser cet acide hyaluronique que l'on perd naturellement dès 25 ans au niveau du derme. Donc, ce sont des protéines, ça veut dire qu'on va devoir avoir un apport en protéines dans l'alimentation, varié, à chaque repas, mais aussi par des soins externes qui sont enrichis dans ces produits-là. Et au niveau de l'hypoderme, on va avoir une diminution de la quantité et de la taille des cellules adipeuses. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de gras au niveau de l'hypoderme, donc il y a moins ce côté coussin, donc on va perdre en densité et en volume de peau, ce qui fait qu'on a un affaissement. Et donc là, il va falloir favoriser, encore une fois, les produits gras dans l'alimentation, et ensuite les produits hydratants en intérieur de l'hypoderme. Il faut aussi ne pas oublier que l'activité physique, même en vieillissant, est très importante parce qu'elle stimule le renouvellement cellulaire. Donc bouger va permettre également de stimuler le renouvellement cellulaire au niveau de la peau. Et bien entendu, la partie émotionnelle, le stress va accentuer l'oxydation, le vieillissement cellulaire. Donc on ne va faire que creuser le vieillissement naturel. Donc en gros, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est des soins ultra hydratants au niveau de la peau en interne et en externe, donc épiderme, derme, hypoderme, une alimentation riche en protéines et en gras, et bien boire bien entendu. Les démangeaisons de la peau, c'est souvent des problématiques au niveau des récepteurs nerveux qui sont beaucoup plus activés que chez d'autres personnes. Et notamment quand on est face à des médiateurs chimiques comme l'histamine. Je pense que vous connaissez l'histamine, on prend souvent des antihistaminiques quand on a une allergie. Donc l'histamine, c'est une substance naturelle que l'on crée dans notre corps, ou qui est apportée par l'alimentation, et qui va engendrer une réponse immunitaire en fait. Et donc chez certaines personnes qui ont des démangeaisons de la peau, on va vraiment avoir une surexposition à cette histamine. Donc on va essayer notamment de venir faire en sorte de limiter les aliments riches en histamine, qui sont ceux-là. Donc je vous laisserai bien sûr faire une copie d'écran si besoin. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Encore une fois, là, l'idée c'est pas de se priver de tout ça, bien entendu. C'est uniquement de se dire, peut-être que si moi j'ai une peau qui me démange beaucoup, peut-être est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans que je consomme vraiment beaucoup. Voilà. Les médiateurs chimiques, ils sont libérés dans quelle situation ? Quand il y a une inflammation dans le corps, donc typiquement, est-ce que j'ai une inflammation intestinale ? Est-ce que j'ai une inflammation au niveau de la peau parce que j'ai mes bactéries au niveau de la peau qui sont détériorées ? Est-ce que j'ai une infection quelque part ? Est-ce que je suis allergique à quelque chose ? Est-ce que ma peau est déshydratée, puisque c'est un stress pour le corps, le fait que la peau ne soit pas suffisamment hydratée. Donc médiateur chimique comme l'histamine égale mon corps est en état de stress quelque part, donc mon corps surréagit. Donc il faut comprendre finalement qu'est-ce qui engendre ces démangeaisons-là, chez vous. Au niveau des pistes de solutions, notamment ce que j'ai marqué là, c'est les bains tièdes. Ça peut vraiment aider au niveau des démangeaisons de la peau, faire attention aux produits riches en histamine dans notre alimentation, et on va aussi d'apporter un maximum d'anti-inflammatoires dans l'alimentation, et aussi pourquoi pas en cure d'oméga 3 EPA DHA, qui est la meilleure forme assimilée par le corps humain.
Toutes les peaux atopiques, eczéma, psoriasis ou aussi des démangeaisons, faut savoir que c'est un processus inflammatoire. Donc là, qui dit inflammation, dit potentiellement mes bactéries dans mon corps, que ce soit au niveau des intestins, de la peau, du vagin, de la bouche, il y a un problème quelque part ou peut-être un petit peu partout. Donc on va aller voir son système intestinal, on va aller voir si on prend bien soin de sa flore vaginale, on va aller voir si on prend bien soin de sa flore dermale. Donc la barrière vraiment microbiotique est très importante. L'inflammation est provoquée par un stress chronique également. Donc, est-ce qu'il y a un stress chronique quelque part mais aussi potentiellement par des réactions allergiques. Donc là, je ne vais pas me répéter, vous avez toutes les actions mentionnées, mais il y a pas mal de choses à faire, notamment axées sur l'inflammation. L'eczéma et peau atopique, ce sont des réactions inflammatoires. C'est-à-dire qu'il y a du feu dans le corps. L'acné va avoir notamment pour cause tout ce qui va être une production excessive de sébum due à des dérèglements hormonaux, par exemple, que ce soit pendant la ménarche, au début du cycle menstruel de la femme, que pendant des changements hormonaux ou un déséquilibre hormonal qui s'est installé dans le corps. Ça peut être aussi le signe d'un foie qui est chargé, donc on va revoir la notion de dérivation de démontoire que j'ai mentionné juste au début de la présentation. Si on a un foie qui est chargé, potentiellement derrière, il va falloir que les toxiques qu'il a triés, le nombre de toxiques importants qu'il a triés, il va falloir être libéré par l'extérieur. Donc du coup, la peau va être elle-même surchargée. Et donc ça va engendrer derrière la production de sébum en réaction. Donc on va vraiment veiller à voir quelles sont toutes les choses dans notre hygiène de vie qui viennent impacter notre santé hépatique et qu'est-ce qui va aussi venir favoriser la production de sébum, donc tous les aliments très très gras. Donc on a besoin de gras, on a besoin de sébum, mais encore une fois c'est l'excès qui est l'ennemi du bien et c'est là qu'il va falloir venir voir dans notre corps s'il n'y a pas un excès de quelque chose. On peut utiliser des nettoyants, mais des nettoyants doux, donc des gommages ou des exfoliants à base de fruits, mais ultra doux parce qu'une peau acnéique a besoin de douceur malgré tout. Même s'il y a une surproduction de sébum, elle a besoin de douceur. Pour finir, on a les taches brunes. C'est une hyperpigmentation qui peut être due à une quantité excessive de mélanine, donc souvent que l'on a pendant une exposition au soleil, quand on a des changements hormonaux aussi. Ça peut être dû à des cicatrices, donc c'est une cicatrisation que l'on a eue au niveau de la peau, notamment des boutons d'acné. On peut avoir aussi des taches brunes dues à l'âge, c'est ces fameuses aussi cellules zombies, qui sont des cellules mortes qui ne sont pas bien détruites et du coup qui empêchent le bon renouvellement cellulaire. Et puis il y a aussi certains produits, certains médicaments qui peuvent amener aussi des taches brunes. Donc là il faut aussi voir dans quel cas on peut se situer pour essayer d'agir. Quoi qu'il arrive, quand on a des taches brunes, on va essayer d'axer sur une alimentation et des soins qui vont être riches en vitamine C. On va essayer d'exfolier aussi de manière douce pour éliminer ces fameuses cellules zombies. Et puis on va aussi surtout protéger la peau avec des protections solaires tout au long de l'année, même la journée, des crèmes teintées si on veut, mais à base de SPF minimum 15, protection solaire toute l'année, absolument. Face à tout ce que j'ai mentionné, c'est vous poser, vous, les bonnes questions. Comment se comporte votre peau ? Est-ce que mon hygiène de vie interne, elle est adaptée par rapport à ce que j'observe sur ma peau, ce que je ressens ? Ce que je mange, comment je dors, comment je me sens émotionnellement, comment je transpire aussi pour évacuer. Ça va être extrêmement important pour vraiment voir et cibler les choses en interne. À quel moment spécifique réagit ma peau ? Que ce soit l'acné, les rougeurs, les démangeaisons, les taches, etc. À quel moment ? Pour essayer de comprendre en fait les facteurs qui influencent ce changement de peau. Et enfin, est-ce que mes soins en externe, ils sont vraiment adaptés à ma phase de vie aujourd'hui et à ce que je vis aujourd'hui ? Est-ce que les produits que j'utilise sont de bonne composition ? Est-ce que je nettoie correctement ma peau ? Est-ce que je l'hydrate correctement et toutes les couches ? Est-ce que je la répare avec les soins qui réparent en fonction des besoins que j'ai et non pas ce que j'ai vu un peu au hasard ? Parce que chaque peau est différente et notamment, vos besoins ne sont pas ceux de votre fille ou de votre grand-mère ou je ne sais qui. Maintenant, le petit cadeau que j'avais pour vous, c'est forcément, vous avez vu, moi je vous ai présenté des produits Ringana au cours de l'atelier parce que j'en suis convaincue et je suis même très fière de pouvoir utiliser ça dans mon quotidien. Et parce qu'il respecte totalement mes valeurs et l'efficacité aussi. Donc, moi, durant l'atelier, ce que je vous propose, c'est d'éventuellement, si vous le souhaitez,
et en fonction de ce que vous avez déjà et des critiques que vous faites sur vos propres produits, c'est de venir tester la routine en 4 étapes que je vous ai proposée, qui est une routine personnalisée. Et pour ça, il faudra venir me contacter pour que je vous dise quel est le tonique qui vous convient, quelle est la crème hydratante qui vous convient, quel est le sérum qui vous convient, parce que dans la routine en 4 étapes, vous avez à chaque fois une option sur le nettoyant, le sérum, la crème ou le tonique en fonction de vos besoins. Et donc si vous souhaitez franchir le pas parce que vous avez vraiment compris du coup le rôle de la peau dans votre santé, si vous choisissez une routine personnalisée et avec le concentré, eh bien je peux moi vous faire bénéficier de 20 € de réduction sur votre commande et également vous offrir le déodorant naturel format poche, qui est le déodorant que j'utilise aussi depuis maintenant 1 an, qui est sans sel d'aluminium bien entendu et qui hydrate sans laisser de rougeur au niveau des aisselles. Voilà. Donc ça, c'est l'offre uniquement pour l'atelier que je vous propose. Et pour vous remercier de votre fidélité et votre attention durant tout cet atelier-là. Il faudra me contacter par contre pour que je vous conseille personnellement. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous aurez également des liens d'automassage, vraiment spécifiques sur les rides, les ridules, d'autres sur les peaux sensibles par exemple. Et puis, je vous ai créé des protocoles de soins adaptés sur différentes thématiques, peau mature, peau atopique, peau sensible, peau avec rougeur, peau avec taches brunes. Donc vraiment des protocoles adaptés que vous pouvez garder précieusement ou même partager avec votre entourage. Si vous voulez aller plus loin sur la santé naturelle, mon livre Plus jamais malade, qui est un livre que j'ai imprimé sur papier recyclé mais qui est aussi disponible en version PDF et sur lequel j'aborde comment manger un peu plus végétal pour respecter la planète et tout en respectant son équilibre bien sûr alimentaire et ses propres besoins. Comment mieux digérer et comment renforcer son immunité, c'est tout ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et enfin, j'ai aussi créé très récemment un nouveau service qui permet vraiment de vous accompagner dans l'analyse de votre hygiène de vie vis-à-vis de votre peau, des problématiques de peau que vous pouvez avoir. Et donc, vous avez vraiment un programme personnalisé pour avoir une beauté, ce que j'appelle holistique. Ça veut dire pas uniquement avoir une belle peau, mais une belle peau saine qui fonctionne et qui soutienne la santé générale de notre organisme. Je voulais avoir ton avis sur le collagène, mais à ingérer. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut être efficace ou pas? Très bonne question. Ça peut être plus adapté Très bonne question. Alors le collagène va être extrêmement intéressant pour la peau comme on l'a vu, mais aussi pour la structure des os de manière générale, etc. Déjà, collagène marin, collagène bovin. À titre personnel, je recommande toujours le collagène marin parce qu'il a une forme biodisponible beaucoup plus intéressante, donc ça veut dire qu'il est mieux assimilé par l'organisme. Ça, c'était pas une question que tu avais, mais au moins j'y réponds déjà. Deuxième question, l'interne et l'externe vont être complémentaires, puisque en interne, il va y avoir une assimilation digestive. Donc, du coup, en effet, ça va passer dans le sang et ça va être intéressant. Néanmoins, il va y avoir l'impact de la digestion. Donc, forcément, on ne va pas assimiler 100% du collagène. Il va y avoir une perte durant la digestion. D'autant plus si on va avoir une santé digestive peut-être problématique. S'il y a une inflammation, s'il y a une dysbiose intestinale, par exemple, donc un déséquilibre de la barrière intestinale, ce qui va faire qu'on ne va pas avoir 100% du collagène. Donc c'est intéressant, ça va permettre de combler peut-être un certain pourcentage. Le collagène ensuite, dans les soins externes, lui va permettre d'avoir une action directe sur la peau, puisqu'il n'y a pas du tout la partie digestive qui va rentrer en compte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, voilà. Donc l'idéal, j'ai envie de dire, c'est par exemple des cures momentanées dans l'année de 2-3 mois de collagène marin en interne. Et ensuite, par contre, dans ces soins, s'assurer qu'on a, notamment dans les sérums, un ajout de collagène également. Gwenaëlle, j'aime ma gamme Unique, je vais checker la compo et je reviens vers toi pour la cure. Ok, ça marche. C'est ça, je trouve l'approche très intéressante, Gwenaëlle. Regardez, moi je vous partage mes favoris par rapport à mes valeurs et par rapport à mes analyses, aussi par rapport à mes connaissances. Maintenant, voyez aussi, vous, de votre côté, faites cette recherche-là entre la comparaison et mettez après votre argent dans les produits qui vous convainc le mieux.
Voilà. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. Merci aussi à celles et ceux qui regarderont le replay. Et bonne journée à toutes.